Sinon, je crois que ça fermait notre conversation. Ok, bon, Bon, je pense que bah, c'est ça vous bon. va, on y va comme ça? Ouais. Ok, du coup, voilà, l'idée c'était de parler un peu de participation citoyenne dans les projets urbains et de quelle manière ça peut amener à créer des lieux donc qui sont, d'après ce que Arnaud m'a dit, plutôt avec le filtre des lieux, des espaces communs donc qui émergent dans le cadre de projets urbains ou au moins de projets de transformation de certains quartiers. Du coup, je voulais présenter rapidement ce que fait Georges pour dire un peu. Donc, Georges, c'est l'agence dans laquelle je travaille, l'atelier Georges, pour expliquer un peu donc, voilà, à quel titre j'interviens ici, parler d'un constat qu'on a fait qui rejoint un peu cette idée de création de lieux, vous raconter l'expérience de la caserne Mélinette. Pour certains, vous l'avez visité déjà un peu découvert, mais plutôt sous le filtre de la participation. Et puis parler un peu de l'hypothèse collaborative, donc qui était une tentative aussi de répondre un peu à ce qui est l'objet de cette session. Donc voilà, est-ce que c'est à peu près conforme à ce qui était attendu? Bon, je pense. Enfin, tu peux dérouler en tout cas et puis on Ok, réagira. ça marche. Du coup, bah nous, on est une agence d'urbanisme, un peu et de paysage, donc on n'est pas un collectif. On a une pratique qui n'est pas exclusivement liée à la création de lieux ou à des démarches participatives. Et juste pour la petite histoire, Georges, c'est les racines du prénom Georges, c'est géo la terre et ergos le travail. Donc c'est celui qui travaille la terre pour ouvrir et préparer à sa mise en culture. Et voilà, et ça se ressent un peu dans ce qu'on essaye de faire. Et aujourd'hui, on accompagne une trentaine d'acteurs, publics et privés, dans le renouvellement économe et inventif de leurs pratiques, mais enfin, de manière plus large, sur des projets urbains, architecturaux, paysagers, à différentes échelles et dans différents milieux. Donc voilà, on a travaillé au Grand Voisin il y a longtemps, même en 2015, je crois, sur des chantiers ouverts. On travaille sur des projets de renouvellement urbain. On travaille sur des concours de maîtrise d'œuvre urbaine, sur des plans guides en Corrèze, donc sur de l'urbanisme réglementaire, sur des espaces de coworking ou de coworking à Paris. Donc voilà, on a vraiment une pratique large. Et le projet dont je voulais parler, c'était la reconversion de la caserne des Linettes, une caserne militaire qu'on a conduite depuis 2015 et c'est pas 2017 parce qu'on y est encore aujourd'hui. Voilà, donc ce qui nous a, le constat qui a été fait au moment où l'agence a été créée, c'était l'idée que on était à une période un peu particulière de l'histoire de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, et que l'extension urbaine sur les terrains agricoles qui avait fonctionné jusque dans les années 80 et qui permettait de considérer un bout de terrain comme vierge, plat et sans aucune contrainte, et donc d'y développer un projet dans lequel on allait pouvoir obtenir des recettes et facilement équilibrer un bilan. Ce temps-là était révolu. Ces moyens-là, cette manière d'agir et de fabriquer, de dégager des bénéfices dans un projet urbain ne fonctionne plus. Que la période de reconversion des friches industrielles était arrivée elle aussi un peu au bout, hein, donc, et cette manière d'agir déjà qui représente beaucoup plus d'aléas, beaucoup plus d'inconnus au moment du démarrage du projet, la pollution, la déconstruction de ce qui est existant, voilà, vraiment la prise en compte de l'existant est déjà beaucoup plus importante dans ce cadre-là, ce qui fait que la manière d'équilibrer les bilans, de se rémunérer, d'arriver à sortir des logements à un tarif abordable devenait déjà quelque chose de plus compliqué. Et on considère qu'aujourd'hui, on est
dans une période d'extension urbaine sur le tissu vivant, donc c'est-à-dire non seulement ce qui est présent à l'endroit où on veut construire et qu'il faut la plupart du temps démolir, transformer, dépolluer, etc., mais aussi dans un tissu d'interaction sociale qui crée qui amène un nouveau besoin, une nouvelle manière de travailler, et notamment qui appelle un peu la participation citoyenne. Et du coup, tout ça conduit à une complexité grandissante, parce que dans un schéma classique d'extension sur un terrain agricole, ben voilà, chaque intervenant de la chaîne des acteurs, en l'échange de la production de son travail, fait gagner de la valeur au terrain, tire sa rémunération de là. Et voilà, il y a un processus assez linéaire dans lequel la valeur du terrain, la valeur du projet ou du terrain augmente dans le temps. Et qu'aujourd'hui, ben, le nombre d'acteurs s'est largement multiplié et il se peut que l'action du concepteur ou de nos actions ne soit plus forcément de livrer quelque chose en échange d'une rémunération, mais on pourrait se poser la question de retour en arrière, d'autres manières d'agir. Et notamment, le simple fait de se poser la question et de poser la question aux usagers en est une qui correspond aussi à prendre le risque de remettre en cause le projet ou au moins de se questionner sur cette mécanique économique qui pose un peu question dans certains cas. Voilà, donc le projet de la reconversion de la caserne Medinet à Nantes. Donc nous, juste pour bien comprendre le projet, quand on a répondu à ça, c'était en 2015. On venait de créer l'agence et l'idée pour nous, c'était de répondre sur un projet urbain qu'on pouvait absolument pas faire tout seul parce qu'on n'avait aucune référence et qu'on n'était pas du tout identifié. Et donc de faire un partenariat avec une agence plus établie. En l'occurrence, ici, c'était l'agence TGTFP, qui était spécialiste des reconversions de casernes, parce qu'ils en avaient déjà fait deux. Et donc, nous, on a joué plutôt les jeunes qui se proposaient d'avoir des idées aux côtés d'une agence plus établie, qui, elle, rassurait un peu la maîtrise de l'ouvrage. Voilà, donc l'agence TGTFP. Et donc, juste encore sur le contexte, nous, on est intervenu à cet endroit-là en proposant, avec notre principe d'intervention fort. C'était un projet qui appelait un gros volet dialogue citoyen, donc beaucoup d'attentes de la part de la maîtrise d'ouvrage, parce que sur tout ce périmètre qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, tout le périmètre du projet, en fait, il y a un mur d'enceinte qui borde tout le projet et donc des riverains de chaque côté qui ont des villas avec des grands jardins et qui ont acheté dans un contexte où leurs voisins, c'était les militaires qui étaient partis, donc un espèce de parc très tranquille et qui participait bien à leur confort de vie et par extension à la valorisation de leurs biens immobiliers. Et on leur annonce quelques années après qu'on va construire un quartier avec 1700 logements et des logements sociaux et logements abordables. Donc pour eux, des tours, des bars et surtout des pauvres et des problèmes qui arrivent juste en face de chez eux. Donc c'est dans ce contexte-là que nous, on a été amenés à se poser la question de la participation citoyenne et voilà, d'imaginer des nouvelles manières de faire du projet urbain pour répondre à ces enjeux-là. Et donc, on a proposé d'y répondre en partant du principe que on confierait pas le dialogue citoyen à une agence qui se présentait comme experte de ce sujet-là, mais on a proposé que le concepteur concerte, donc que ce soit tous les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, les bureaux d'études, qui viennent se charger en personne des interactions avec les riverains et avec les futurs habitants
parce qu'on pense que le fait d'entendre et de voir de ses yeux les personnes pour qui on va construire, ça crée un autre rapport que de passer par un rapport, un compte rendu, par un diagramme, enfin quelque chose de très impersonnel, peut-être plus efficace en termes de temps, mais qui ne nous imprègne pas directement. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé là-dedans. Et on l'avait jamais fait avant, donc c'était un peu un pari, on savait pas trop où on mettait les pieds et il y avait vraiment beaucoup d'enjeux parce que nous, la première année ou les 2 premières années, on avait plus d'honoraires sur la mission dialogue citoyen que sur notre travail de paysagiste dans la ZAC. Donc et globalement, on en avait même plus pour ça que tout le groupement pour l'élaboration du dossier de création de ZAC. Voilà. Et du coup, non, encore une chose, c'est qu'ici, on n'est pas du tout dans le cadre d'une concertation, d'une participation citoyenne obligatoire. Elle est obligatoire quand on intervient, enfin, elle est obligatoire dans une certaine mesure, mais là, on était bien au-delà de ce qui était attendu, parce que la première année, on a organisé 8 ateliers, 8 samedis matins complets avec une centaine d'habitants pour discuter avec eux du sujet de la mobilité, de la manière d'habiter, des formes urbaines, de l'espace public. Enfin voilà, on a essayé d'aborder un peu tous les sujets avec eux dans ce contexte-là et ce qui dépassait largement le contexte de la concertation obligatoire. Donc dans le cas d'une création de ZAC, c'est obligatoire, mais ce qui est obligatoire, c'est de l'ordre de l'information, ou bien dans un quartier de renouvellement urbain où on va installer une maison du projet. Pareil, dans ce cadre-là, c'est obligatoire. Alors qu'à Mélinette, on a installé une maison du projet, mais de manière volontaire pour le maître d'ouvrage, qui en fait subissait une pression de la part des élus et lié à un engagement qui avait été pris vis-à-vis de l'État de livrer les premiers logements en 2019, donc fin 2019, ce qui ne permettait en aucun cas ce qui laissait pas du tout la place à un recours de la part des habitants contre le projet, qui aurait fait perdre directement 2 ans et qui, voilà, donc toute cet engagement de la maîtrise d'ouvrage vis-à-vis du dialogue citoyen était bien sûr justifié par la peur ou la nécessité d'éviter toute forme de recours et de faire en sorte que le projet se déroule bien. Ça, c'est pour le point de vue de l'aménageur. Voilà, et donc je vais dérouler un peu les différents éléments de ce qu'on a fait. On a fait d'abord un grand arpentage du site parce que les 15 hectares de la caserne Mélinette sont complètement fermés. Et même les gens qui habitent de l'autre côté du mur n'y avaient jamais été. Donc il y avait on pensait que pour établir un dialogue un peu sympa avec les riverains, c'était déjà une bonne manière d'apprendre à se connaître, de faire cette découverte ensemble, et puis de noter un peu nos étonnements par rapport à ce contexte. Voilà, et donc nous on a commencé à créer une relation de confiance. Donc qu'on avait vraiment identifié comme indispensable à ce qu'on allait avoir à faire avec les habitants. Et on a constitué, à travers cet arpentage, on a constitué un panel d'habitants, donc avec un groupe de 300 habitants qui venaient dans les réunions de concertation, réunions d'information, il y en a eu 2, et un groupe plus rapproché d'une soixantaine d'habitants qui s'engageaient, je crois que ça répond à des questions qui étaient posées, qui s'engageaient, auxquels on a demandé de s'inscrire et de s'engager à venir participer à tous les ateliers dès lors qu'ils voulaient venir à un. On a pointé chaque participant et en gros, ce qu'on a instauré avec eux, c'est qu'en l'échange de notre engagement à respecter et à retranscrire dans le projet ce qui était discuté avec eux, on leur demandait de s'inscrire dans la durée, venir régulièrement et de pas venir faire
poussé un coup de gueule une fois, enfin voilà, une espèce de soulèvement, et puis de se rebarrer le lendemain, quoi. En gros, on a essayé d'installer un truc où il y a une connaissance du lieu, des enjeux, de la complexité du projet qu'on va construire, qui va prendre du temps. On va vous partager nos connaissances, nos doutes de concepteurs, mais en l'échange de ça, ben, vous vous engagez à venir régulièrement et à travailler dans la durée avec nous. Voilà, donc on a commencé par un stand d'habitants qui nous a permis d'ouvrir un peu, qui était dans d'autres quartiers, pour ouvrir un peu pour ne pas avoir que les riverains qui ont une maison de l'autre côté du mur qui venaient aux réunions, parce que sans quoi c'était pas très objectif et c'était pas vraiment représentatif des 1700 personnes qui vont habiter dans la caserne. Parce que ceux qui habitent déjà là habitent déjà autour, n'habiteront pas dedans. Donc 1700 logements, c'est clairement adressé à toute la métropole de Nantes, voire même plus loin. Donc on a essayé d'ouvrir à d'autres gens. Et puis après, on a organisé, on a organisé 6 ou 7 ateliers, voilà, donc des ateliers de travail. Donc là, on voit les gens qui sont à la table là-bas, c'est l'ensemble des concepteurs, programmistes, architectes, urbanistes, paysagistes, maîtrises d'ouvrage, qui prenaient chacun une table avec une dizaine d'habitants pour discuter d'un sujet. Et donc, toujours, ça commençait par un temps de pédagogie. Donc, on commençait par faire venir quelqu'un qui présentait, qui expliquait les termes, on voulait s'assurer que ce dont on allait parler était bien compris, fabriquer un socle de connaissances un peu communes avant de démarrer. Dans chaque réunion, le maître d'ouvrage, Nantes Métropole Aménagement, introduisait la séance en disant bien ce qui était mis au dialogue et ce qui faisait partie des engagements qui avaient été pris au préalable et qui seraient en aucun cas discutés, enfin, sur lesquels on ne pouvait pas revenir et pourquoi ces engagements avaient été pris. Et à partir de là, une fois ces deux présentations préalables faites, nous, on était d'accord on trouvait confortable ou du moins un peu sécurisé de s'engager individuellement dans ces discussions avec les riverains pour essayer d'adapter, d'évoluer, d'adapter un peu le projet en fonction de ce qu'eux ils ressentaient. Voilà, donc on a eu plusieurs formats, différents endroits, différents sujets. On a eu aussi des ateliers de coproduction sur le site où là on essayait d'imaginer avec les habitants la première restitution qui a eu lieu au bout d'1 an de travail, donc qu'on avait appelé rétrostock, donc en lien avec le travail qu'on avait fait sur le réemploi de matériaux, et qui était plutôt un événement de plein air. Donc là, on essayait d'imaginer avec ceux qui s'étaient inscrits dans ce groupe-là comment on allait conduire l'événement, ce qu'on voulait montrer. Et puis on avait, au bout de quelques semaines, ça a fabriqué ce qu'on a appelé une communauté de projet, donc un ensemble de personnes qui sont investies et qui se préoccupent du devenir de ce morceau de territoire avec nous. Donc dans la communauté de projet, pour nous, il y a les concepteurs, il y a la maîtrise d'ouvrage, il y a les riverains, il y a les habitants, il y a voilà. Et chacun a un rôle un peu différent, mais on fabrique un groupe qui a plaisir, enfin dans lequel il y a de la confiance, du respect, et ça pour nous ça passait par des événements un peu de convivialité. Donc on avait convaincu Nantes Métropole Aménagement d'organiser un apéro un peu sympa à la fin de chacun des événements, chacun des ateliers. Et puis petit à petit, ce travail sur la matière, ce travail avec les habitants, pardon, il avait fait dès l'arpentage, quand on a fait le compte-rendu, ce qui revenait beaucoup dans la bouche des habitants, c'était qu'il y avait énormément de bâtiments et que c'était très dommage de démolir tout ça.
malgré que ça fasse complètement partie des données d'entrée du projet, parce que nous, on a hérité d'un dossier dans lequel les bâtiments à démolir étaient déjà identifiés et c'était entériné, on ne pouvait pas le remettre en question. Mais les habitants questionnaient beaucoup et disaient qu'il fallait trouver un moyen de recycler tout ça. Donc nous, à l'époque, la maîtrise d'ouvrage était un peu emmerdée, nous a demandé si on connaissait pas quelqu'un qui pourrait venir faire une présentation là-dessus, dans l'idée un peu de dire que c'était compliqué, pas possible et que c'était pas si grave de démolir les bâtiments. Et donc on a fait intervenir Bellastock, d'abord pas du tout comme une expertise réemploi, mais juste pour venir expliquer aux habitants ce que c'était que le réemploi de matériaux. Et donc ils ont d'abord eu une mission non pas de diagnostic, mais d'abord de présentation de ce qu'on pouvait faire donc dans un atelier. Et puis, il se trouve que les habitants ont été complètement séduits par ce qu'ils ont raconté, que de nouveau, dans le compte-rendu, ça prenait beaucoup de place. Et donc, la maîtrise d'ouvrage s'est décidée à leur confier un diagnostic ressources qui a conduit à un marché de déconstruction. Enfin, de fil en aiguille, la mayonnaise a pris sur le réemploi, aussi bien du côté de l'aménageur qui a été d'accord d'encaisser des plus-values sur la démolition, sur la conception, enfin un peu sur tout, sans trop savoir quels seraient vraiment les débouchés, mais aussi au niveau des habitants, parce que le réemploi est vraiment devenu le comment dire, le fil conducteur de tout le travail de conception sur le projet, à tel point que le premier événement d'ouverture au public s'est appelé Rétrostock, donc parce qu'on a fait la rétrospective à travers le cycle de la matière, d'où venaient les éléments, où est-ce qu'ils avaient été produits, comment est-ce qu'on allait les démonter, quelle masse, quel volume ça représentait, et à mettre en face du projet, qu'est-ce qu'on va faire avec, comment on va le mettre en œuvre et quelle identité ça va définir pour le projet. Du coup, la déconstruction a eu lieu. On a décidé, parce que on retrouve bien le lien avec le dialogue citoyen, de mettre en place le stock de matériaux sur la place principale de la caserne, d'en faire un lieu ouvert au public avec une architecture qui permette vraiment de la pédagogie autour de, de la déconstruction. Donc le stock de matériaux sur la place d'armes et de en faire devenir un lieu de pédagogie, donc d'organiser des visites. Voilà, la deuxième année de la concertation, après avoir la première année beaucoup réfléchi à ce que seraient les déplacements dans le quartier, à ce que seraient les formes urbaines, les paysages. La deuxième année, on est rentré dans des choses beaucoup plus concrètes autour de la matérialité, par le biais de la matière qui était stockée dans le stock de matériaux, et on a questionné les gens sur des ambiances et des manières de mettre en œuvre tout ça. Et Arthur? puis, oui, Oui, c'est Sophia. ouais, Juste, je vois l'heure un peu tourner, il nous reste qu'une demi-heure. ouais, Et du coup, je ne sais pas si tu peux aller un petit peu plus vite pour ouais, bah, arriver à... j'ai presque fini là sur Ok, bon, bah mais super. Merci. donc voilà, je passe sur les ateliers, le projet urbain, etc. Donc cette mission-là nous a amené à d'autres missions qui étaient de même pas du tout prévues à la base et qui sont des prolongements du marché concertation. On a été AMO de Nantes Métropole pour créer une maison du projet. Donc là encore, pas une maison du projet avec un médiateur de Nantes Métropole Aménagement, mais un lieu ouvert au public, géré par une association, dans lequel nous, on a juste rédigé la manifestation d'intérêt et on est maître d'œuvre parce qu'il a fallu déposer un permis de construire, mais on a juste accompagné ça et on accompagne les riverains pour la programmation du lieu et les associations pour qu'ils gèrent au mieux ce qui s'y passe. Et puis, donc voilà, la maison du projet dans lequel on a fait la dernière session Focus et qui a fait l'objet d'ateliers de programmation avec les habitants, etc.
Et puis, on a aussi été questionné, donc ça je l'ai expliqué, voilà, choix du groupement avec des habitants, la transformation du bâtiment. Et puis, on a été amené, parce qu'à un moment donné, s'est posé la question d'ouvrir d'autres bâtiments à d'autres groupes d'habitants, à d'autres associations. On a été invité à venir s'installer dans la caserne pour gérer au mieux les sollicitations des riverains, poursuivre le dialogue citoyen. Et on est situé dans le pavillon d'entrée de la caserne. Donc, c'est les gens qui rentrent dans la caserne passent forcément devant chez nous. Et c'était aussi une proposition de la maîtrise d'ouvrage pour aller plus loin dans, dans le dialogue citoyen et prendre la suite des années de réflexion, des années où on a plus mis en forme et maintenant, à l'aube d'ouvrir, parce que la caserne est encore fermée, donc au moment de l'ouvrir au public, c'est poser la question de comment on gérait cette période-là et qu'est-ce qu'on allait pouvoir y développer par la suite. Et donc, c'est sur la base de cette expérience de la caserne Mélinette, à la fois nous, de la participation, mais aussi du partenariat avec Bellastock et aussi de ce travail en permanence architecturale dans le site, on a eu l'envie de faire l'hypothèse collaborative. Donc, on a fait en 2016, qui se voulait un peu un état des lieux des acteurs et des pratiques innovantes en France et sur laquelle, peut-être je passe rapidement là-dessus, mais on s'était donné la mission de rencontrer de nombreux acteurs français. Alors, français parce que en lien avec le contexte dans lequel nous on travaillait et pour répondre aux difficultés et aux questions que nous on se pose dans le contexte français et pas en dehors. Et donc, on a rencontré une vingtaine de collectifs pour leur poser la question de pourquoi ils avaient monté ça, pourquoi ils n'étaient pas une agence, pourquoi ils avaient refusé la maîtrise d'œuvre, quelles étaient leurs méthodes et leurs outils de travail, à quelle commande, à quelle mission ils répondaient, quel était leur modèle économique, quels liens ils entretenaient à la pédagogie et quelles projections ils faisaient à 10 ans de leur structure. Et après des entretiens, on a fait réagir des chercheurs également là-dessus, d'autres personnes avec qui on travaille. Et globalement, ça nous a amené à structurer l'ouvrage en 3 parties, donc qui correspondent un peu à 3 manières de faire, un peu qui rejoignent la participation, ou au moins nous ont questionné sur notre manière de travailler, c'est-à-dire faire sur le terrain pour savoir comment faire. Donc, retrouver une pratique de terrain de constructeur plus proche de la matière pour être plus à même de concevoir des choses intelligentes et bien construites et plus rationnelles au niveau de la matière. Faire sur le moment pour faire avec, donc qui est plus l'idée de retrouver un contact avec les gens pour qui on travaille ou pour qui on construit. Et puis, faire sans, faire autrement, donc il revient plus à se poser la question de comment faire sans architecte ou comment faire autrement qu'en construisant, donc en répondant toujours à la commande par un aménagement qui va dans le sens de ce qui a été décidé. Donc voilà un peu sur l'hypothèse collaborative et sur l'expérience de la caserne Mélinette. Peut-être on peut passer aux réactions et aux questions si ça vous va. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, moi j'avais un peu envie de savoir, du coup, à l'issue de toute cette concertation citoyenne et du début à la fin du projet, en fait, ça a donné quoi avec les citoyens? Enfin, qu'est-ce que ça a sorti? Est-ce qu'il y a eu des vrais changements de programmation? Enfin... Ouais. Et du coup, il y a eu. Alors attends, j'accepte la proposition de remettre ma caméra, j'arrête le partage. Voilà. Du coup, il y a eu beaucoup
tout le travail sur le réemploi de matériaux, en gros, qui a été le fil rouge de la concertation, a surtout été le fil rouge du projet urbain. En fait, c'était quelque chose qui n'était pas prévu du tout. On aurait dû tout démolir, tout évacuer. Et à la place de ça, on va réaliser près de 50% des espaces publics à partir des matériaux qui ont été réemployés. Donc il y a quand même une vraie... Et notamment 17 prototypes de mobilier urbain, bancs, estrades, murets, tables, chaises, qui vont être réalisés à partir des pavés et du bois qu'on a récupéré. Et ça, c'était pas du tout dans le cahier des charges. Hein. Il n'y avait pas du tout de réemploi de prévu. Donc, et ça, c'est vraiment les habitants. Nous, on l'avait proposé au stade de l'offre. On pensait qu'il y avait une réflexion à mener là-dessus. Mais c'est vraiment l'action des habitants qui a permis de le faire. En gros, Bellastock n'était pas dans l'équipe. On l'avait pas contacté. Nous, tout seuls, on n'était pas convaincants sur le sujet du réemploi. Enfin, ça, c'est vraiment la grosse victoire de la contribution des habitants là-dessus. Après, il y a la maison du projet. En gros, Nantes Métropole n'avait pas les moyens de se payer une maison du projet dans lequel ils mettaient un médiateur de chez eux. Du coup, c'était pas au programme. Et finalement, les habitants ont proposé qu'on utilise un bâtiment conservé comme maison du projet. Et on nous a demandé de faire un benchmark pour montrer comment on pouvait faire une maison du projet qui ne coûte pas un salaire à temps plein à Nantes Métropole Aménagement et 500 000 € de travaux pour la mettre en état. Et donc, il a été décidé de la confier à des associations. Nous, on a eu une mission pour mettre ça en place. Et finalement, on la transforme et on l'aménage avec un budget de 80 000 € et on a confié le lieu à des associations pour une période de 3 fois 9 ans. Donc ça, c'est une deuxième victoire, enfin deuxième chose un peu concrètement tangible. Et après, au niveau du projet urbain, nous, on a développé un concept de hameau sur le quartier avec l'idée que comme la caserne avait été posée avant le quartier, elle avait privé, en fait, on retrouvait un peu 4 ou 5 morceaux non achevés de quartier qui avaient un bout manquant dans la caserne. Et donc, on a conçu les différents quartiers à l'intérieur du site avec cette logique de hameau. Et on a mis en place un dispositif de concertation qui permet aux habitants d'appréhender chaque hameau différemment, avec une autre largeur de rue, un mobilier qui est différent, des formes urbaines qui sont différentes. Et donc, un groupe de concertation doit être formé sur chacun des hameaux pour ajuster, élaborer des espaces publics avec une certaine marge de manœuvre qui doit être un peu le reflet de ce que eux aimeraient trouver dans leur partie de la caserne, qui est différent de ce qui est générique à tout le projet. Et après, sinon, on a eu beaucoup de réflexions notamment sur le paysage avec les riverains et beaucoup de réflexions sur la manière de traverser le quartier, notamment pas en bagnole. Et donc, il a été décidé que ce soit un anneau qui desserve le quartier, mais qu'on puisse pas le traverser de manière directe. Et ça, c'est des discussions dans lesquelles les habitants ils étaient très impliqués. Vas-y, Violette. Bonjour, merci déjà pour la présentation. Mais moi, je me demandais un truc, c'est que, alors peut-être qu'aussi ça correspond aux populations qu'il y a autour, mais comme sur les photos, on voit pas mal de personnes âgées et que des fois, je me dis un peu que la concertation dans l'urbanisme, c'est souvent des personnes âgées du coup qui ont le temps de participer à ces trucs-là. Et, Ouais. et en fait, je me pose un peu en ce moment des questions là-dessus. Je me dis, comment on fait pour, je sais pas, est-ce que vous avez mis des trucs en place pour qu'il y ait une diversité de gens? Je sais pas, j'avais vu un projet par exemple où ils proposaient de faire un tirage au sort pour voir qui participait à la concertation et ensuite de mettre des dédommagements en fait pour les gens qui avaient un travail à côté ou qui n'avaient pas le temps de faire ça et qui devaient se dégager du temps. Et le deuxième truc de ma question, c'était aussi, est-ce que dans les concertations, vous êtes que basé sur des échanges de discours, on va dire, en général? Et des fois, je trouve que ça empêche des gens qui n'ont pas forcément le vocabulaire, qui ne connaissent pas du tout l'urbanisme, les trucs un peu techniques,
ça les empêche de participer, de dire ce qu'ils pensent aussi. Et je sais pas, par exemple, par le dessin ou par d'autres choses, je sais pas si vous avez mis des trucs comme ça en place. Ouais. Bah, du coup, nous, sur le panel, justement, on avait choisi de ne pas tirer au sort, mais d'afficher très clairement qu'on cherchait une parité homme-femme, une représentation des… En gros, on avait un fichier qui disait l'âge des gens, où ils habitaient, si c'était des hommes ou des femmes. Enfin, voilà, on avait essayé de monter un fichier un peu complet et on a assumé très clairement on a choisi là-dedans à être 50% d'hommes, 50% de femmes, à essayer d'avoir… Notre enjeu, c'était d'avoir des gens qui travaillent et pas que des vieux. Et aussi, c'était d'avoir des gens qui viennent d'autres quartiers, parce que les riverains étaient beaucoup… On voulait pas avoir plus de 50% de riverains, parce qu'ils défendaient tous un intérêt personnel qui était de ne pas avoir la tour devant chez eux, mais de la décaler plutôt devant chez le voisin. Donc là-dessus, on a construit le panel et on a dû euh, avoir des échanges avec notre métropole aménagement qui, en fait, au début, nous ont dit bah non, mais vous faites pas chier, on en a déjà un de panel, on a déjà fait une concertation, donc on vous le donne et puis vous partez avec ça, quoi. On leur a dit mais c'est qui ces gens, d'où ils viennent, comment vous avez construit ça, quel âge ils ont, enfin, ils n'avaient pas envisagé qu'il y avait un enjeu là-dessus et ils étaient bien contents d'avoir une liste d'adresses mail et de les envoyer et basta. Donc là, on a eu quand même une réflexion là-dessus et on a eu, en fait, nous, au péril de 10 samedis matins pendant un an, enfin de 10 week-ends d'un an pendant un an, on a choisi d'organiser toutes les réunions de concertation sur des samedis matins, donc pour éviter d'avoir des gens qui peuvent pas venir, etc. Donc ça a quand même assez bien fonctionné et on avait quand même pas mal de gens qui étaient non retraités, quoi. Donc voilà, avec le temps, là maintenant, on fonctionne encore un peu avec le même groupe. C'est vrai que les jeunes ont arrêté de venir, mais bon, les grands enjeux du projet sont aussi passés et on est plus dans l'attente de l'ouverture du site au public. Donc que voilà. Et ta deuxième question, c'est sur les formats de participation. Bah, en fait, justement pour les problèmes Enfin, on a organisé une introduction en préambule de chacun des ateliers où quelqu'un venait définir les termes, expliquer ce qu'on attendait par mobilité, dire ce que c'était que le stationnement résident. Enfin, vraiment, à chaque fois, on a eu une introduction de 20 minutes avec un expert qui était externe au groupement, qui venait expliquer les termes qu'on avait utilisés, les concepts, enfin, faire un peu de pédagogie pendant 20 minutes pour qu'on parte sur un même niveau, un bon niveau de compréhension des enjeux. Et après, on a beaucoup travaillé avec des maquettes, on travaillait toujours avec du dessin. C'était presque sur chacun des ateliers, au centre de la table, il y avait un plan, il y avait une carte du quartier, il y avait un dessin d'espace public, il y avait des photos de référence. Les gens échangeaient à l'oral, mais toujours avec sur la base de propositions dessinées ou de rêves, etc. Je ne sais pas si j'ai Merci. répondu à ta question. Si. Ouais, moi, Arthur, Ouais. salut. Je trouve ça hyper intéressant que dès le départ, l'aménageur a bien pu expliquer les deux périmètres, celui sur lequel les habitants peuvent avoir une voix au chapitre et là où il y a déjà des décisions qui sont prises, surtout si c'est assujetti à une explication. Par contre, Ça coupe chez moi. Ah, Ouais, Moi moi aussi. aussi, Adrien, j'ai arrêté à ça a coupé. quels étaient les derniers mots? décision. Ouais. Je disais que c'était bien d'avoir fait la distinction entre le périmètre sur lequel les habitants avaient un pouvoir d'agir et l'autre sur lequel l'aménageur avait déjà pris des décisions. Et surtout, ce que je disais, c'est qu'il a pu l'expliquer, il a pu expliquer les raisons pour lesquelles ces décisions ont été prises. Mais au sujet de ça, moi, j'avais une question par rapport comment est ressentie justement cette sollicitation vis-à-vis des habitants. Alors expliquant clairement qu'il y a tout un périmètre sur lequel ils n'ont pas droit au chapitre. Et est-ce qu'au cours d'un atelier, ou au cours de plusieurs ateliers, il y avait des décisions collectives qui étaient en train de naître, qui clairement commençaient à être à l'encontre
de certaines décisions de l'aménageur et comment ça se passait ensuite, cet arbitrage, quand toi, tu étais face à l'aménageur, de dire, bon, bah voilà, il y a une décision qui a émergé qui a le sceau de la légitimité démocratique, qui est dans le cas dans lequel nous, on s'est tous inscrits et qui fait partie notamment de la communication de l'aménageur. Comment ensuite tu arrives à arbitrer face à ces décisions-là? Bah, en gros, déjà quand l'aménageur expliquait que le programme du quartier, les 1700 logements et donc la densité qui en découlait, et donc le fait que la forme urbaine de fait était plus la barre ou la tour, enfin dans le vocabulaire des habitants, que le pavillonnaire comme les gens auraient souhaité. C'est sûr que ça a été le moment un peu tendu de la concertation. Et les gens, certaines personnes avaient un peu le sentiment qu'on était gentil, mais en fait, il aurait fallu enfin, on allait concerter sur ce qui était un peu mou et par contre, sur ce qui était dur, ça s'était fait sans qu'on en parle à personne. Mais le cas était un peu particulier parce qu'en gros, les militaires ont vendu, enfin, l'État a vendu à la ville de Nantes pour une somme presque symbolique en l'échange d'un programme de construction de logements sociaux et abordables qui correspond aux engagements que l'État prend annuellement en faveur de construction de logements. Et donc, en gros, cette décision-là, au moment où ils ont annoncé ça, ça revenait vraiment à défendre l'intérêt commun, c'est-à-dire que le Nantais moyen puisse se loger dans la ville et pas à 20 bornes de là, avec le budget qu'il a et profiter de ce que peut offrir la métropole à tous face aux intérêts particuliers de chacun qui habitait derrière la caserne et qui voulait juste préserver leur rayon de soleil le matin. Mais donc en gros, cette réunion-là était un peu animée, mais enfin ça quand même ça a eu l'effet de questionner un peu chacun sur comment est-ce qu'on veut contribuer dans cette société. Voilà, c'était une question un peu qui a posé un peu les bases du dialogue. Et après, l'aménageur, en gros, enfin, toutes ces réunions-là, elles sont préparées. Il y a quand même des choses la veille, tout le vendredi après-midi. On allait négocier un peu des marges de manœuvre. Tu vois, on savait à quel moment on glissait sur un terrain qui mettait un peu en porte-à-faux l'aménageur. Et en gros, il est arrivé plusieurs fois que l'aménageur doive reprendre la parole et dire en fait, là, on est sur des trucs qui sont pas possibles pour le moment. Enfin, nous, on n'a pas le budget, ça fait pas partie de ce qui est prévu. Par exemple, la maison du projet, au début, c'était quelque chose que eux considéraient vraiment comme impossible à financer, quoi. En gros, dans le référentiel qu'ils avaient de maison du projet, ça coûtait 500 000 euros par an, et donc c'était complètement impossible d'acheter une maison du projet. Il n'y avait pas le budget, pas besoin, etc. Donc là, nous, en général, et c'est comme ça que ça s'est passé aussi sur le réemploi. Le lendemain de la réunion de concertation, on avait une journée complète à essayer de trouver des références tu vois, sur le réemploi, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux habitants. La semaine d'après, on a bossé pour proposer une démarche, combien ça allait coûter, chercher des acteurs, etc. Sur la maison du projet, pareil, on a cherché, on a regardé, je me souviens plus trop quoi à l'époque, mais ce que faisait, comment Rurban s'était monté, qu'est-ce que ça coûtait. Plusieurs fois, on a eu des benchmarks à faire pour essayer de faire en sorte que l'aménageur réponde. Enfin, il avait dit, il y a un doute, je ne sais pas si ça va être possible, je préfère que vous ne repartiez pas avec l'idée qu'on va faire ça parce que je ne peux pas m'y engager, mais on revient vers vous. Et du coup, à chaque fois, on avait une liste où on devait éclaircir des points, chercher, et globalement, c'était surtout des considérations économiques. Est-ce que l'aménageur peut payer ça? Ou bien c'était nous, concepteurs, mais avec un filtre en moins, où on se rendait compte que tous les habitants voulaient complètement que la maison du projet soit dans tel bâtiment, alors que nous, on avait plus imaginé dans un autre. Et là, c'était plutôt nous en direct qui nous disions, bon, c'est pas ce qu'on avait imaginé, voilà, mais on va y réfléchir, quoi. Et au final, la maison du projet, moi, à la place de la maison du projet, il y avait une grande halle à un autre endroit que je trouvais plus intéressant de conserver pour y faire notamment une maison du projet, mais aussi d'autres choses. Et les habitants ont été assez unanimes pour dire qu'eux ne trouvaient pas ça intéressant, cette halle.
Et du coup, la halle, elle a été démolie, quoi. On a fait une autre maison du projet. Donc, il y a eu je me souviens pas de sujet où vraiment les habitants, enfin, la ménagère a dû dire non. Globalement, ce qui fonctionne assez bien aussi, c'est quand on fabrique une table de 10 personnes, on compte beaucoup sur le fait que, enfin, déjà, on fabriquait les tables. On laissait pas les gens s'installer avec leurs potes. On fabriquait des tables justement un peu mélangées, quoi, vieux, jeunes, retraités, pour que, en gros, idéalement, nous, on n'avait pas besoin de dire, moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Normalement, quand un mec disait un truc qui était trop, enfin, où il défendait trop son intérêt personnel, il y avait quelqu'un d'autre de la table qui lui disait, je suis désolé, monsieur, mais vous dites ça parce que vous habitez là, mais moi qui habite là-bas, je suis pas du tout d'accord avec vous, quoi. Donc, quand ça marchait bien, en gros, les gens découvraient la complexité de notre métier et le fait que c'est quand même impossible de dire oui à tout le monde et de satisfaire toutes les envies. Et donc, une fois on arrivait assez vite à une idée, plus une autre idée, une troisième, on se rendait compte qu'on était dans une impasse. Chacun sortait un peu de son rôle et on se mettait à réfléchir un peu ensemble à comment on pouvait faire au mieux, sachant que tout le monde ne serait pas content, que ça coûterait plus. Enfin, voilà, on partait sur un cahier des charges un peu mis à jour, quoi. Moi, j'avais une question par rapport un peu à la temporalité. Parce que là, Ouais. ce projet, il a quand même pris plusieurs années. Il est même pas tout à fait terminé, il n'est pas ouvert. Donc, il y avait le temps et il y avait aussi l'argent pour faire ce type de concertation, d'avoir Ouais. un vrai panel d'habitants, tout ça. Et par rapport peut-être à des collectifs et à des projets que vous avez pu voir avec l'hypothèse collaborative, est-ce que tu as vu des similitudes de démarches dans des projets peut-être un peu plus courts donc c'est pas la même envergure, mais est-ce que tu as vu que c'était aussi possible de le faire dans des projets vraiment qui étaient dans une autre temporalité, quoi? Ouais, c'est vrai que nous, le projet, il est assez différent parce que nous, il sert vraiment à préfigurer, enfin, à préparer l'ouverture d'un projet urbain, quoi. Nous, là, enfin, moi, j'aime bien appeler ça de l'urbanisme transitoire, basiquement, parce que nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place maintenant qui soit une transition vers ce que serait le quartier à terme. Donc, nous, la vocation, c'était pas d'ouvrir un lieu. Assez vite, quand l'idée de la maison du projet a émergé, nous, on aurait bien aimé ouvrir la maison du projet beaucoup plus vite et ouvrir le quartier, une partie du quartier au public, comme peut l'être les grands voisins, un peu la même configuration. Et tout de suite, la maîtrise d'ouvrage, ça, ils étaient pas du tout partants, quoi. C'est pas du tout une demande habitante. Ils avaient évité le squat pendant les 5 ans où la caserne a été complètement fermée avant que le projet démarre. Ils souhaitaient pas du tout. Enfin, l'objectif n'était pas d'ouvrir un lieu ouvert au public et de faire une programmation urbaine de cette manière-là. C'était vraiment dédié à l'élaboration de la ZAC, plus sur les logements individuels que sur les équipements. Et donc ça a été évacué. Après, des similitudes avec ce qu'on fait des collectifs, je pense qu'il y en a plein, parce que nous, quand on a imaginé ça, on a fait l'hypothèse collaborative un peu en parallèle et on s'est tous beaucoup inspiré de ce qu'avaient pu faire des autres, de ce que les différentes méthodes de concertation. Bellastock était avec nous, donc il nous faisait aussi part Retrostock, l'événement d'ouverture au public, c'était eux qui étaient en charge de ça, donc il y avait beaucoup de similitudes. Après, nous, je pense que pour les collectifs d'architectes, et moi j'ai toujours milité pour qu'on aille plus vers du faire, qu'on sorte un peu des réunions post-it, etc. Et ça, c'était plus compliqué à faire valider par notre métropole. C'était moins leur sujet, quoi. Là, on était plus dans une concertation d'élaboration de grands principes de fonctionnement et de fait aussi le panel qu'on avait, même s'il n'y avait pas que des vieux, c'était un panel qui n'était pas des étudiants en archi, qui n'était pas vraiment bricoleurs. Donc on a fait on a fait un chantier, on a fait des prototypes avec Bellastock
Mais en fait, il y avait très peu de riverains qui participaient. Et une semaine avant que Bellastock arrive avec du gros matos de chantier, on a imaginé un atelier bis qui serait sur le paysage, tailler des plantes et mettre en place une pépinière, parce qu'on s'est bien rendu compte que personne, même si on l'avait raconté, que la maîtrise d'ouvrage était partante, aucun de nos participants viendrait avec des gants, des chaussures de sécurité et commencerait à scier. Il était question de scier des blocs de pierre. On savait que les gens ils feraient pas ça et on s'en est rendu compte au dernier moment. Donc on a fait un prototype, on a consulté les habitants sur où est-ce qu'on le met, on a essayé de créer un lieu, comment est-ce qu'on le conçoit. Ce prototype, il a été vu par tous les habitants pendant 4 ans et c'est à partir de ça qu'on a dessiné le mobilier urbain, mais il n'a pas été réalisé vraiment par les habitants. Donc on passait pas vraiment dans le faire. Voilà, c'était quand même ça allait quand même moins loin dans la participation en termes concrets que ce que le font souvent les collectifs. Parce que nous aussi, quand Bellastock intervenait, ils étaient toujours un peu mal à l'aise que tout était vraiment sous contrôle de la maîtrise d'ouvrage. On était toujours, quand on avait une table, c'était souvent un concepteur et un gars de la maîtrise d'ouvrage. Ou un gars de la maîtrise d'ouvrage un peu volant qui surveillait tous les échanges et tout. C'était un contexte dans lequel les collectifs sont pas toujours habitués à travailler. Il y a moins de liberté et on est aussi nous moins dans une posture, de fait on était moins dans une posture de dire, de promettre aux habitants qu'on allait pouvoir transgresser ce que la maîtrise d'ouvrage, on avait moins de liberté clairement. Mais de rien. Tac. Oui, je me dépêche au cas où il y a d'autres questions. En fait, ma question est justement sur ce que tu es en train d'évoquer. Dans certains collectifs d'architectes, il y a un peu une vision un peu puriste quand on reste dans la marge et un approfondissement de sa pratique une fois qu'on travaille avec les institutions, parce que s'instaure cette relation de travail. Et moi, j'avais une question sur un peu ton ressenti personnel vis-à-vis de ces arbitrages un peu perdus avec la maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce qui t'a manqué à ce moment-là pour faire évoluer davantage les pratiques institutionnelles dans votre sens initial? Bah moi, ce qui m'a manqué, je trouve que la première année, quand il y avait de l'enjeu, quand les gens venaient et quand c'était intense et qu'on sentait vraiment qu'il y avait de la tension et qu'on sortait avec chaque réunion avec vraiment enfin, tu savais que tu allais faire évoluer le projet et que tu avais compris pourquoi tu le faisais. Enfin, j'ai trouvé la première année vraiment intense et intéressante, alors même qu'on était vraiment dans la réunion post-it. Et là, maintenant, ça fait 2 ans que ça s'est passé, que la concertation se poursuit, mais les tensions, il n'y a pas eu de recours. Voilà, les gens viennent beaucoup moins, on prépare moins les réunions. Voilà, l'enjeu est un peu retombé. Et moi, je trouve que la maîtrise d'ouvrage a pas su donner un temps d'eux plus convivial, plus dans le faire, tu vois, plus à passer plus de temps sur site et tout. Pour moi, l'échec, ça a été de ne pas réussir à prendre la suite. Dès que les tensions sont retombées, on a senti qu'eux, ils avaient rempli leur mission et que maintenant, on déroulait les trucs, mais c'était plus pareil, quoi. Donc, je pense on a raté la manière de prendre la suite du projet, d'arriver peut-être à faire une ouverture au public, enfin, d'imaginer d'autres enjeux et d'autres temps une fois que ça c'était passé. Je sais pas si j'ai répondu bien à ta question. Oui, en partie. Parce que, Et en fait, oui, ouais. sur la posture, tu vois, nous, au début, on a eu, pas tant sur le projet Mélinette, mais quand on a démarré l'hypothèse collaborative, on a eu beaucoup de défiance de la part de tous les collectifs d'architectes. C'était notamment assez flagrant à Venise quand on a invité tout le monde à la caserne APP. C'était une invitation, on payait la présence des gens. Enfin, tu vois, je pense qu'on était tous dans une relation d'honnêteté vis-à-vis de tout le monde. Et le premier soir, on a senti que personne trop voulait parler avec nous. Enfin, il y avait un truc il y avait une tension un peu bizarre. On était un peu déçus. Et en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de défiance. Pour eux, on était du côté du projet urbain conventionnel. On n'était pas des puristes, comme tu dis, effectivement. Mais tout ça, enfin, au bout de la deuxième conversation, le rapport a complètement changé. On a été, même quand le bouquin est sorti et que les gens l'ont lu, je pense qu'il y avait une grosse crainte qu'on mette notre nom en haut de ce bouquin et qu'on explique à travers ça qu'on avait une forme de paternité par rapport à tout ça ou que
on faisait tout ça nous aussi. Enfin, il y avait un peu d'ambiguïté. Et au final, ça nous a permis aussi, nous, parce que moi, à un moment, c'est sûr que j'avais l'envie de. J'ai fait partie de collectif, j'avais envie d'en avoir un. Il a été question qu'il y ait un pendant de Georges qui en soit un collectif, etc. Mais l'expérience de ça nous a vraiment permis de nous positionner. Et on s'en est bien rendu compte quand on a commencé à bosser avec Belastock. En gros, quand on demandait à Belastock de faire un chiffrage et de le proposer à la maîtrise d'ouvrage, c'était une catastrophe. En gros, pour un truc où nous, on avait estimé une mission à 20 000 balles, eux, ils envoyaient une mission avec des coûts-jours à 150 euros à l'époque. Et ils proposaient une mission qui correspondait pas du tout à ce qu'on s'était raconté. Enfin, tu vois, il y avait ils savaient, les deux mondes n'arrivaient pas bien à échanger, quoi. Et en gros, c'est ça qu'on essayait de dire dans l'hypothèse collaborative, c'est que nous, on prétend pas qu'on fait ces choses-là mieux que les collectifs, mais pour le moment, dans les contextes où on pense qu'on peut fabriquer de la place pour les collectifs d'architectes à plein de moments, pour des manières de faire que nous, justement, parce qu'on est dans le projet urbain, on n'a pas assez de liberté pour faire. Et eux, parce qu'ils sont dans des trucs trop puristes, n'accèdent pas au projet, donc de toute façon, n'ont pas le loisir non plus de le faire, quoi. Mais à travers le bouquin, je pense que c'est un peu un échec. Il y a peu de maîtrises d'ouvrage qui l'ont lu. Enfin, il a rempli d'autres objectifs, mais il n'a pas été ce trait d'union entre deux mondes qui se connaissent pas. Par contre, il nous a permis à nous de nous faire comprendre par les collectifs et aux collectifs je pense, de, de, de voir de quelle manière on pouvait collaborer sur les projets. Mélodine. Salut. Moi, j'ai une petite question. Le rapport que vous avez entretenu avec la maîtrise d'ouvrage, parce que souvent on critique le fait que ces pratiques-là de concertation soient des faire-valoir juste pour que les habitants soient OK pour que le projet se fasse. Et j'ai l'impression que vous avez dépassé ça. Et est-ce que vous avez eu une marge de manœuvre sur que ce soit le programme, j'ai compris qu'il y en avait eu un peu, les financements, le budget, ces choses-là, et en termes de planning aussi, parce que ça prend du temps de faire ces concertations-là. Vous avez proposé d'autres manières de faire aussi, est-ce qu'il y a pu y avoir un rapport un échange avec la maîtrise d'ouvrage sur ce point-là. Et oui, et aussi, ma deuxième question, c'était sur la co-conception avec des habitants. Jusqu'à où ça va? Est-ce que ça reste de l'ordre des lignes directrices du projet ou est-ce que ça a pu aller un peu plus dans le détail et jusqu'à où ça a pu aller, quoi? Ok. Bah, du coup, sur les marges de manœuvre, nous, on a hérité, enfin, on nous a dit il y a un enjeu à concerter fort. Mais derrière, on a complètement imaginé les sujets, la manière. On a eu vraiment carte blanche pour mettre dans la concertation les sujets qu'on voulait. Donc déjà, c'est nous qui avons construit le déroulé on avait une vision à 2 ans au début, donc c'était assez énorme. Et tous les formats qui seraient là, on envoyait, c'était un boulot vraiment ouf, hein. On envoyait avant chaque réunion minute par minute, le déroulé, et si ça coince, de quoi on va parler, des rebonds, des trucs. Enfin, c'était un boulot vraiment. Il y a eu une personne à temps plein presque pendant 1 an pour faire ça. Donc du coup, là déjà, on avait quand même pas mal la main sur de quoi on veut parler avec eux, qu'est-ce qui nous paraît intéressant, etc. Après, au niveau du temps, le projet, il était vraiment contraint. Enfin, ça, c'était pendant les études préalables, pendant qu'on a créé le dossier de création de ZAC. Donc, c'était en 2015. Et en gros, le projet urbain, il y avait un objectif de livraison en 2019 des premiers logements. Et du coup, le recours qu'il pouvait y avoir, c'était au moment du dossier de création de ZAC, donc au bout des 2 premières années de boulot. Nous, on était dans ce calendrier-là. Et ça, c'était un truc dur, quoi. Ça pouvait l'engagement de l'État, avec l'État sur la vente du foncier, il intégrait le fait qu'il devait y avoir des logements livrés en 2019. Donc, de toute façon, le calendrier là, il bougeait pas, mais on l'a bougé dans le sens où on a réussi à intégrer de la déconstruction sélective, le stock de matériaux et tout le travail de réemploi sans avoir à dire à la maîtrise d'ouvrage, bon, on vous propose ça, par contre, il faut rajouter 1 an d'études, c'est pas possible autrement.
En gros, on n'a pas bougé le calendrier, mais on a mis un peu plus de trucs dedans. Et sur le budget, ben, en gros, l'aménageur, c'est pareil. Au démarrage du projet, il a un budget, mais le budget d'aménagement, enfin, c'est un truc de malade, quoi. 1700 logements plus 14 hectares d'espace public. Euh, c'est une somme absolument considérable. Donc, la première année, venir dire à la maîtrise d'ouvrage direct, bon, on ferait bien ça, va falloir rajouter 20%. Enfin, c'était pas trop le sujet. Du coup, il y a eu des marges de manœuvre parce que je pense que dans le budget, il y a des sécurités à plein d'endroits, il y a des pourcentages d'erreurs, il y a des aléas sur la pollution. Donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans les études, il y a eu, c'est pas de l'argent en plus, mais il y a eu des rebasculements qui se sont faits. Peut-être qu'ils avaient provisionné de l'argent pour une fontaine et finalement, ça sera une maison du projet, quoi. Je pense qu'il y a eu ce genre de basculements qui se sont opérés, mais sans qu'on en soit vraiment à demander plus d'argent. Malgré que, enfin, le seul truc peut-être, c'est que quand on a transformé la démolition des bâtiments en déconstruction sélective, ça a été une plus-value à encaisser très tôt, parce que juste 2 mois après qu'on ait démarré la concertation, il y a eu ça à encaisser. Et 250 000 euros en plus, bon, c'est quand même, à l'échelle du bilan d'aménagement, c'est rien, mais quand même, par rapport à nos missions à nous, c'était pas mal d'argent, quoi. Du coup, on s'est dit, bon, mais là, ils vont jamais, ça va s'arrêter là. Ils vont nous dire, bah, parce qu'on voyait bien qu'ils comprenaient pas, ils avaient du mal à se dire, bon, 250 000 euros de pavé, en pavé de réemploi, c'est énorme. En pavé neuf, c'est pas grand chose, quoi. Enfin, si on devait acheter ces pavés, ce qui va devoir arriver à un moment, c'est pas grand chose. Et on voyait bien qu'ils comprenaient pas vraiment ça, mais tellement liés par les engagements qu'ils avaient pris avec les habitants, ils ont été d'accord de payer ces 250 000 euros. Et nous, on a finalement pas eu peur que le réemploi se fasse pas, enfin que la déconstruction se fasse pas. Par contre, on a eu peur de mettre en place un stock de matériaux et que dans 5 ans, ils nous disent, mais les pavés, là, en fait, on les a évacués, c'est bon, on a tout foutu à la benne, parce que les habitants n'en parlent plus. Enfin, on avait peur qu'ils ne comprennent pas que c'est avec ça qu'on allait faire le projet. Tellement ils n'avaient pas l'air de comprendre la finalité du truc. Et tu m'as posé une autre question. La deuxième question. Ouais, c'était sur quel niveau de détail, en fait, jusqu'à où vous allez avec les habitants dans le projet. Ben, on a, avec les habitants, sur les premiers permis de construire, on a fait venir les architectes avec leurs promoteurs qui sont venus dans la caserne 2 fois. Ils sont venus une première fois présenter une espèce de première lecture du site. En gros, comment ils avaient, sur la parcelle dont ils avaient hérité, comment est-ce qu'ils voyaient les trucs, qu'est-ce qu'ils allaient essayer de développer, quels étaient les grands principes d'aménagement. Les habitants ont pu réagir là-dessus, leur dire bah, et on s'est mis à l'endroit, on avait matérialisé la construction, etc. Et ils sont revenus avec des pré-PC. Quand ils avaient leur permis de construire presque en forme, ils sont venus les présenter aux habitants et on a proposé aux habitants de réagir dessus et de formuler. Pareil, il y avait un jeu un peu fin de dire bah, la volumétrie, en fait, on va pas pouvoir. Par contre, on avait ouvert un petit espace de réflexion avec les habitants. Et là, la maîtrise d'ouvrage était vraiment très flippée que ça fout en l'air le truc parce que bah, je pense que c'était le moment le plus tendu, le plus concret aussi avec les habitants. Il nous reste que 2 minutes. Lucie, tu avais une petite question, mais... Ok, Ouais, j'essaie. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. J'essaye de faire hyper court. Je voulais juste savoir si vous aviez des conseils ou des actions à mettre en œuvre quand on est face à des maîtrises d'ouvrage ou des pouvoirs publics qui sont beaucoup plus frileux et prudents face à ce type de démarche, et notamment comment les accompagner dans l'intégration de ce type de pratiques sur la participation citoyenne, d'intégrer tout ça dans leur culture de travail plus classique. Merci beaucoup. ouais. Bah, nous, ça, on l'a beaucoup fait à Mélinette et c'est vrai que bah, ça a beaucoup. C'est vraiment de créer cette relation de confiance. Au début, c'est beaucoup passé par des prises de parole en public. En gros, il y avait dans le groupement une personne ça marchait pas du tout en concertation. À chaque fois qu'il venait, une personne se barrait, on perdait un habitant, il y avait un article dans la presse le lendemain.
Donc, il a surtout fallu qu'on démontre notre aptitude à discuter avec les habitants. Il a fallu qu'on démontre, en gros, qu'on était un peu des mauvais concepteurs, quoi, qu'on tenait pas les trucs, qu'on était prêt à en discuter avec tout le monde, qu'on n'était pas borné. Enfin, c'était beaucoup plus des capacités presque humaines, plus que des capacités sociales. Et après, sinon, on a beaucoup travaillé avec des refs, on a contacté des gens, enfin, on a essayé vraiment de les rassurer par plein de moyens sur à quoi ça pouvait servir et pourquoi nous, on savait le faire. On a essayé de bien argumenter tout ça. Et puis après, ben, ce qui était important, c'est à la base de savoir qu'ils ont vraiment envie de le faire. Nous, la concertation, quand c'est juste une case à checker, nous, ça ne nous intéresse pas. Là, il y avait un enjeu tel que c'était vraiment intéressant, quoi. Je réponds partiellement à ta question, mais Merci Arthur. Pile poil Ouais, à l'heure. merci à grand vous. merci et on va retourner en plénière. Voilà, merci beaucoup. Merci Parfait, Sophia, pardon, je t'ai merci. coupé. Pas de souci. Bonne journée. Top. Et en attendant, Arthur, tu es toujours là? Je suis toujours là, oui. Moi, on m'avait conseillé un bouquin que je suis en train de mettre sur le chat qui s'appelle Faire participer les habitants. C'est partie des livres que je n'avais pas encore lus. Je voulais savoir, en attendant que les autres arrivent, si tu avais d'autres recommandations. Bon, c'est vrai qu'on a eu 2 sujets en même temps, qui étaient à la fois les collectifs d'archi, etc., et la participation citoyenne. Et on m'appelle, tac. Et voilà, bref, si tu as d'autres conseils biblio qui t'ont marqué pendant ces années-là. Conseil biblio sur la participation. Pas forcément biblio, hein, des ressources auxquelles tu penses qui t'ont bien aidé ou Ouais. si j'avais lu ça dès le départ. Nous, en fait, moi, j'ai eu la chance de bosser là-dessus avec Mathieu de chez nous, là, qui avait fait beaucoup de concertations avec l'agence Interland. Je ne sais pas si vous connaissez l'agence Interland, mais en gros, ça a été la base de ce qu'on a imaginé, mais moi, ça m'a énormément appris sur la manière de collaborer, enfin de travailler avec la maîtrise d'ouvrage. En gros, moi, quand je suis arrivé, j'avais la même naïveté entre guillemets que Bellastock ou les gens des collectifs d'architectes. C'est juste qu'on connaît très mal les enjeux, les questionnements des maîtrises d'ouvrage et la manière d'échanger avec eux. Et une fois que j'ai eu compris, que j'ai réussi un peu à me mettre à la place et à comprendre quel était leur métier, c'est devenu plus facile d'imaginer des choses qui correspondaient bien à leurs attentes. Voilà. Top, merci. On est en plénière maintenant. Ouais, on vient de revenir en plénière. Un grand merci Arthur, j'ai hâte de découvrir la capsule qu'on a enregistrée. Un grand merci aussi à Laurent Besse pour cette mise en perspective dans l'histoire longue de l'éducation populaire.